tout d'abord, merci beaucoup aux 8 invités d'être venus pour nous parler de ce sujet. Histoire d'avoir une sorte de chronologie pédagogique par rapport à la présentation de cet après-midi, je propose qu'on démarre d'abord par la vision de l'État. Et pour ça, on a fait venir donc des représentants du MEDE et du MINEFI. Le MEDE qui chapeaute et qui supervise des grands opérateurs dans le domaine de l'énergie, des transports, des télécoms, et le MINEFI qui est beaucoup plus dans une notion très continuité économique, et donc ce seront un peu les deux sujets qui nous seront évoqués par nos deux interlocuteurs, que je présenterai au fur et à mesure. Nous aurons après un témoignage de 2 grands opérateurs, un d'énergie. Alors tout de suite, je précise, la personne qui est présente vient qu'en tant qu'établissement énergie EDF, et non pas en tant que distributeur et transporteur, donc on va voir, entre guillemets, une vision. Et là, il y a des choses qui sont surprenantes. Une vision, finalement, d'un établissement EDF Group, comment eux-mêmes gèrent le plan de continuité d'activité et leur interdépendance par rapport aux autres organismes. Et puis, donc, le représentant d'Air France. Air France, comme la SNCF, on sait très bien que c'est une crise tous les jours dans ce domaine-là. Donc, c'est des organismes qui connaissent parfaitement cette notion de gestion de crise et comment ils essaient, dans leur domaine de gestion de crise, de gérer les événements ou les éléments qui peuvent nous venir d'autres organismes. Nous terminerons bien sûr par l'aspect, parce que l'Expo Crise est fait pour ça, par l'aspect réponse. Donc on aura 3 représentants qui nous parleront de réponses techniques. Et on terminera par un aspect assez novateur, qui est plutôt une réponse conceptuelle, qui nous sera donc la conclusion de notre présentation. Donc voilà un petit peu pour le programme pour cet après-midi. Alors en tant que maître du temps, qui est ma nouvelle fonction, mal payée mais ma nouvelle fonction, je dirais qu'on va essayer d'avoir des présentations de 10 minutes chacun. Et puis, si vous m'entendez tousser, c'est que vous dépassez le temps. Si vous m'entendez m'étrangler, c'est que vous avez 10 secondes pour passer le micro au suivant. On va essayer de tenir comme ça. Alors, on va démarrer par la présentation, comme je vous ai dit, de la partie étatique. Et donc, Monsieur Denis Fourmeau, vous êtes actuellement donc adjoint au chef de la mission Risques civils, études et recherches au service de défense, de sécurité et d'intelligence économique du MEDE. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le ministère de l'écologie, développement durable et de l'énergie. Est-ce que vous pourriez nous parler de la position de votre ministère sur ce besoin d'interdépendance des réseaux vitaux? Très bien, merci beaucoup. Merci aussi aux organisateurs pour nous avoir invités à débuter cette table ronde. Je sors d'une semaine agitée, où j'étais de permanence, avec un certain nombre d'événements météo que vous avez bien suivis, et qui ont mis justement en valeur ces problèmes d'interdépendance. Les épisodes Cénol avaient été très bien annoncés par Météo France, par le Chapier, etc. Et pourtant, il y a eu énormément de problèmes sur les routes, sur les voies ferrées, sur les voies navigables, sur l'énergie, le transport aérien, parce qu'on ne sait pas forcément où les arbres vont tomber, on ne sait pas forcément où les routes vont s'effondrer, et l'information ne circule pas forcément toujours de la manière la plus optimale qui soit. Donc c'est assez tout à fait dans l'esprit de cette table ronde. Le titre m'a un petit peu interpellé, puisque on est censé plancher sur comment planifier sa gestion de crise lorsqu'on dépend des autres. A priori, lorsqu'on est en crise, on dépend forcément de quelqu'un d'autre, puisque la crise, ça dépasse les capacités normales d'une organisation à faire face à des événements perturbateurs. Et donc, on est forcément dans un état de dépendance. Cette crise, elle met en cause, et là je vais forcément enfoncer des portes ouvertes devant vous tous, mais la continuité de l'activité d'une organisation, et ça c'est valable pour les ministères comme pour les opérateurs, la continuité de l'organisation elle-même ou la continuité des missions dont elle a la charge. Mais pour pouvoir assurer la continuité de ces missions, il faut d'abord être en mesure d'assurer sa propre continuité. C'est un peu comme dans l'avion, si vous voulez, quand on vous fait la démonstration de sécurité avec les masques qui tombent, on vous précise bien, mettez votre masque d'abord avant d'aider la personne à côté de vous. Et donc là, c'est pareil pour nous, si vous voulez, enfin pour nous tous. La première problématique, c'est d'abord d'assurer sa propre continuité. Or, pour une administration, ce n'est pas forcément aussi évident que pour un opérateur, car il existe pour nous une certaine difficulté à tracer la continuité d'activité en termes d'une production qui soit déterminée ou qui soit visible. Lorsqu'on a, au temps du ministère de l'Équipement, on avait des activités, je dirais, par nature, la continuité des transports, la continuité de l'énergie. Aujourd'hui, en tant que ministère de l'Écologie et du Développement durable, on a des activités par destination. Donc comment estimer ce que doit être la continuité d'activité en matière d'écologie, en matière de développement durable? C'est un sujet. D'où
un travail sur lequel nous sommes, enfin, notamment la division où je travaille, extrêmement impliquée en ce moment, qui est d'essayer de mettre au point le plan de continuité d'activité du ministère, de l'administration centrale. Là aussi, le thème général de ces 2 jours, ExpoCrise, c'est crise et continuité des concepts aux outils. On peut dire, sans trop risquer d'être démenti, que jusqu'en 2009, en tout cas pour les administrations, je ne parle que pour les administrations, le PCA, c'était plutôt du domaine du concept. Puis la pandémie grippale, une circulaire de la DGAFP de 2009 qui demande à chaque administration de mettre au point un plan de continuité d'activité, mais qui est quand même très orienté pandémie grippale. Puis plus récemment, un guide du SGDSN sur comment réaliser un plan de continuité d'activité, etc. Mais pour l'instant, c'est toute la difficulté que nous rencontrons au sein de notre administration, c'est de faire vivre ce PCA et de convaincre que ce n'est plus seulement un concept, mais ça va être un outil de gestion d'une crise ou de gestion d'une activité. Et quand on parle d'outils, et notamment de l'impact numérique, qui est aussi le sujet de cette table ronde, forcément, très vite, on parle de données qui doivent être échangeables, de données qui doivent être interopérables, de données qui doivent être partageables. Et là encore, qu'est-ce qu'on constate? C'est que de nombreuses administrations, tous les opérateurs disposent de leurs propres données. Nous-mêmes, nous avons développé un outil qui s'appelle OGERIC, outil de gestion des risques et des crises. Le ministère de l'Intérieur a son propre outil qui s'appelle Synapse, tout ça basé sur des données, des systèmes d'information géographique. Et tout l'enjeu, justement, est l'interopérabilité avec ces autres centres de données, ces autres outils. Et c'est pour ça que nous, en tant que ministère de l'écologie, ou en tant que ministère tout court, si vous voulez, nous voyons d'assez bon œil toutes les initiatives qui visent à permettre ou à favoriser les partages de données et donc d'analyser les interdépendances et les problématiques de continuité d'activité. Il ne s'agit pas, bien entendu, de remplacer des outils de gestion de crise existants. Il s'agit simplement d'en améliorer la convergence afin d'aller dans le bon sens. Et là, je crois savoir que le HCFDC, donc, qui nous accueille aujourd'hui, est en ce moment même en train de plancher sur un projet qui s'appelle Kayak, c'est ça, donc Centre d'analyse des interdépendances et d'assistance à la continuité d'activité. De notre point de vue, une fois de plus, point de vue de ministère, mais je pense que les opérateurs auront leurs propres commentaires là-dessus, nous pensons que cet outil est de nature à faciliter la hiérarchisation que devront de toute façon faire les opérateurs, tant à froid qu'à chaud, dans le cadre du guide Rétapréso, dont nous attendons la parution prochaine. Peut-être que le général aura des informations là-dessus. Et qui, en tout cas, d'après ce que j'en sais, ce guide prévoit une fusion des informations des opérateurs dans un outil de synthèse reposant sur leur propre système de données et sur un espace collaboratif dédié dans le portail Orsec. Donc, du point de vue du ministère, tout ce qui vise à favoriser la convergence, l'interopérabilité, nous paraît aller dans le bon sens. Voilà ce que je pouvais dire pour cadrer un peu ce débat. Bien, merci M. Fourneau. Donc effectivement, là vous avez bien positionné le problème et bien donné l'avis du ministère, d'abord en tant que ministère propre, par rapport à sa propre protection, et puis vis-à-vis des opérateurs. Je vais donner donc la parole maintenant à M. Eric Becker, qui, que beaucoup connaissent, du fait de l'avoir croisé dans des postes pompiers, DSC, ministère de l'Intérieur, SGDSN. Or, vous êtes actuellement chargé de mission au pôle de la continuité d'activité au département de la gestion de crise au sein des services du HFDS, des ministères, je dis bien des ministères, donc vous avez la chance de gérer 2 ministères, des ministères de l'économie et des finances. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit peu plus par rapport à votre poste, parce que c'est réellement quelque chose d'assez novateur, quelles sont un petit peu vos fonctions, et puis bien sûr, votre vision sur la préparation des opérateurs pour assurer la continuité économique, qui est l'enjeu majeur dans l'aspect retour à la normale. Merci au HFDC de créer l'occasion d'échanger sur ces questions-là qui sont tout à fait riches en actualité. Mon travail au sein du service de fonctionnaires de défense et de sécurité, dans le cadre du département gestion de crise, il est double. Il y a d'une part le volet réactif, gestion de crise. On est comme dans la plupart des services aux fonctionnaires de défense et de sécurité, mobilisés. On est sur le pont quand l'actualité nous le demande, parce que les SCHFDS sont partie prenante des dispositifs de gestion de crise ministérielle, mais également de l'architecture de gestion de crise interministérielle qui a été modernisée suite au livre blanc sur la défense et la sécurité nationale en 2008. Donc ça, c'est le volet réactif.
le point de vue de l'économie et le point de vue donc des finances, le point de vue budgétaire comment dirais-je, de l'État sont des éléments à prendre en compte dans toute gestion de crise complexe, d'ampleur, dite gestion de crise majeure, parce que l'expérience montre que toute crise pèse sur le collectif budgétaire et que toute allocation de ressources se fait aux dépens d'un acteur ou d'un autre. Il n'y a pas de mystère, on ne crée pas l'argent, on ne crée pas la ressource, on ne crée pas la richesse. Et par contre, c'est notre préoccupation première de faire en sorte que un événement qui affecte la collectivité nationale n'affecte pas, n'entrave pas notre capacité à produire de la richesse au plan collectif. Le deuxième aspect de mon travail, davantage orienté sur la préparation, est lié à la continuité d'activité. Alors il y a d'une part un volet propre aux besoins de nos ministères dans le domaine de la mise en œuvre d'un système de management de la continuité d'activité. Alors là, on est directement dans le thème de la conférence, hein, puisqu'on passe du concept système de management de la continuité d'activité à l'outil PCA, enfin, outil de gestion de crise, quelque part. Ça, c'est des besoins internes du ministère, mais on a également le souci de répondre à une demande du Premier ministre de promouvoir auprès du plus grand nombre des acteurs les pratiques de continuité d'activité modernes. Aujourd'hui, on ne parle plus, comme en 2009, au moment de la pandémie grippale, de la seule réalisation d'un PCA, mais on intègre le process complet permettant de faire en sorte que la gestion de la continuité d'activité soit une activité de gestion et pas simplement l'activité de réalisation d'un document qui aura pour principale vocation à caler une armoire. Faire la promotion de la continuité d'activité, faire la promotion des outils dont je parlerai dans mon intervention en matière de continuité d'activité, c'est aussi porter une attention particulière sur l'élaboration des nouveaux outils qui arrivent sur le marché. Donc j'ai quelques slides qui peuvent peut-être appuyer mon discours. Peut-être. Voilà. Ah, parfait, très bien. Merci. Voilà, donc un virage important au plan conceptuel, si ce n'est au plan des pratiques, a été pris en 2008 lorsque on est passé du modèle défense qui avait été mis en place en 1959, donc au tout début de la Ve République, par une ordonnance instaurant la défense civile, un modèle de sécurité intégré dans lequel l'ensemble des politiques publiques concourent à un objectif commun qui est donc la sécurité nationale. C'est une date fondatrice dans la mesure où apparaît dans les objectifs finalement qui sont mis à l'agenda des politiques publiques de sécurité. On a la notion de résilience qui apparaît. Donc, concept encore et non pas outil. Il y a là la nécessité qui est reconnue au plan politique et endossée au plus haut niveau de l'État de développer une volonté, une capacité de résister aux événements perturbateurs, en particulier quand ils sont je dirais de la plus forte intensité possible et donc qui peuvent remettre en cause l'intégrité de la collectivité nationale, que ce soit par une atteinte portée à la population, au territoire ou aux institutions. C'est donc le pays en tant que système qui est considéré. Cette démarche nationale de résilience, qui est le prolongement, donc, ou plutôt un des piliers de cette stratégie de sécurité nationale, a la volonté, par conception, d'être fédératrice ou intégratrice. On y fait la somme des politiques publiques qui peuvent concourir, mais on y fait aussi l'addition des énergies, des efforts, de l'ensemble des acteurs qui peuvent y contribuer. Et là, la barrière entre contributeurs publics et opérateurs relevant plutôt du secteur privé s'estompe
face à un objectif commun. Ça implique nécessairement, à un moment ou à un autre, derrière cet objectif commun, un certain nombre, si ce n'est de concepts communs, puisque les raisons d'être des organisations dont on parle demeurent diverses. On ne verse pas dans un système stalinien. Ce faisant, si les concepts finalement attachés aux raisons d'être des différentes organisations en cause peuvent rester tout à fait distincts, on va voir émerger une communauté, une convergence dans les outils qu'il faudra, que nous serons tous amenés à mettre en œuvre. Le législateur est intervenu dans 2 domaines d'ailleurs à cet égard pour promouvoir des pratiques qui visent directement le renforcement de la résilience des organisations, et en particulier des organisations du secteur privé. D'un côté, la loi sur les réserves impose aux opérateurs d'importance vitale, donc à toutes ces entreprises qui constituent l'infrastructure critique du pays, de se doter d'un plan de continuité d'activité. On déplorera que cette prescription finalement se fasse selon un vocable qui pour moi ne renvoie pas à la totalité de la problématique, mais bon, c'est déjà un progrès. Et puis, donc, d'un autre côté, la loi de programmation militaire 2013 demande à ces mêmes opérateurs d'importance vitale de porter une attention toute particulière à la résilience de leur système d'information et ce faisant à mettre en place un système de management de la sécurité des systèmes d'information. La diapo suivante. J'espère que c'est écrit assez gros. J'ai essayé de démontrer par cette diapositive que prendre le problème par les 2 bouts, d'un côté la protection par rapport aux problématiques, la programmation des actifs par rapport aux problématiques physiques, et de l'autre côté par rapport aux problématiques plus logiques ou cyber, pour reprendre ce mot qui permet d'être bien compris, finalement concourt à des objectifs de même nature et permettent de dégager pour l'organisation qui les met en œuvre, même si c'est sous la contrainte légale, des bénéfices de nature tout à fait similaires. Déjà, au premier chef, la mise en œuvre d'un dispositif de protection, que ce soit un dispositif de continuité d'activité ou un dispositif qui vise à assurer la sécurité des systèmes d'information, passe par une analyse fonctionnelle de l'organisation, passe par une identification des processus critiques qui supportent des activités essentielles, donc liées à la raison d'être de l'organisation, et amène à identifier un certain nombre de ressources nécessaires dont la mise en œuvre permettra finalement l'atteinte des objectifs de sécurité que l'organisation se sera assignée. Il y a donc là un objectif d'un côté comme de l'autre de préservation, de maintien d'une capacité à réaliser des activités critiques, des activités donc essentielles pour l'organisation. Il y a également un bénéfice, évidemment, dans une politique de préparation en termes de sécurité, en termes de réduction des impacts éventuels d'un événement perturbateur. Il y a un domaine, il y a un aspect prévention à cette démarche-là, mais il y a également, comme diraient les anglo-saxons, un côté mitigation, réduction des effets potentiels, des impacts potentiels. Les organisations qui mettent en œuvre ce type de démarche de sécurité gagnent ou maintiennent une crédibilité par rapport à leurs clients, par rapport à leurs donneurs d'ordre, par rapport à leurs bailleurs de fonds, par rapport à leurs assureurs, ce qui peut être tout à fait essentiel, soit dans la survie même de l'organisation, soit en termes de solvabilité. On peut envisager aussi ces bénéfices non pas comme un coût, un gain ponctuel, mais une spirale vertueuse qui permet des gains sur le long terme dans la mesure où on s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Le fameux PDCA qui sous-tend les deux types de démarches. Voilà. In fine, les organisations, qu'elles soient opérateurs d'importance vitale ou pas d'ailleurs, qui mettent en œuvre ces politiques de protection à leur niveau, qui mettent en œuvre ces stratégies pour se prémunir des événements perturbateurs, contribuent, ce faisant, à renforcer la sécurité de la collectivité nationale parce qu'elles protègent la capacité à produire de la richesse.
On va afficher la slide suivante, s'il vous plaît, qui donc balaye en quelque sorte les principaux outils, ou en tout cas la bibliothèque qui est à notre disposition aujourd'hui pour travailler dans ce domaine-là. Il s'agit essentiellement de normes internationales qui sont pour la plupart reprises dans les collections européennes et françaises de normes. Il s'agit de la collection des normes ISO 22, la famille des normes ISO 22301, ISO 27001, ISO 31000, plus particulièrement sur l'analyse du risque. En ce qui concerne les pouvoirs publics, et c'est une des raisons, c'est une partie non négligeable de ma mission, un des défis pour les pouvoirs publics, c'est de promouvoir la mise en œuvre de ces normes, mais en même temps de leur conserver toute leur crédibilité. Il s'agit donc, en l'occurrence, de préserver, finalement, de se préserver d'une inflation normative. Trop de normes tue la norme, et il est important pour nous que la norme que l'on promeut, ou le corpus que l'on promeut, soit le plus utile possible. Il faut se concentrer sur le nécessaire et suffisant, si je puis dire. Et bien entendu, les normes dont il s'agit sont des normes internationales. Il s'agit donc de s'insérer dans le dispositif de production des normes internationales pour l'influencer, le limiter et éventuellement l'orienter. Autant dire qu'il s'agit aujourd'hui plutôt d'un défi tout à fait significatif, dans la mesure où la plupart des pays à travers le monde voient la production des normes comme un phénomène tout à fait libéral et laissent donc la bride sur le cou à qui veut bien y contribuer, mais surtout pas eux, dans la mesure où ça coûte. Voilà. Donc en fait, grosso modo, il y a quelques pays qui s'intéressent à la production des normes du côté des pouvoirs publics, et heureusement, me semble-t-il, la France en fait partie. Voilà. Il s'agit également, lorsqu'il y a un vide à combler, de produire éventuellement les référentiels normatifs qui nous semblent utiles et qui répondent à nos doctrines. En l'occurrence, nous sommes en train de réfléchir actuellement à l'élaboration d'outils normatifs qui permettront aux plus petites organisations, que ce soit les petites collectivités territoriales ou les petites associations ou même le tissu des PME, de mettre en œuvre de manière complète un système de management de la continuité d'activité qui, au bout du bout, pourrait être éventuellement même, dont la conformité pourrait même éventuellement être certifiée, permettant ainsi l'accès à certains marchés. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, et ça sera même quasiment ma conclusion, j'ai essayé de passer dans ma présentation des concepts aux outils, et il m'apparaît tout à fait évident que les outils ne sont rien s'ils ne sont pas placés dans la main de quelqu'un qui a la compétence pour les mettre en œuvre. Et donc, la démarche nationale de résilience, telle qu'elle est pilotée aujourd'hui par les services du Premier ministre, comporte un volet qui me semble aussi important que que le développement des outils, qui est celui de la professionnalisation des acteurs, du côté, bien entendu, des acteurs publics, fonctionnaires comme nous, ou agents publics, mais également pour tous les métiers de la sécurité, y compris ceux qui trouvent leur place dans le secteur privé. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que le sujet est très vaste et 10 minutes, c'est vraiment une gageure pour pouvoir en parler. Mais si vous voulez, la deuxième partie qui est aussi intéressante par rapport à ce thème, là on va voir le témoignage de deux grands opérateurs. Donc on va commencer par Madame Ringens, là, de la partie groupe EDF, qui est responsable gestion de crise, donc à la direction de contrôle des risques, et qui va nous parler surtout de l'aspect organisation interne par rapport à la gestion de crise, avec cette notion d'interdépendance d'autres services, même des services internes à EDF. C'est à vous. Bonjour, donc merci de me donner la parole. Je vais juste tester le... Voilà. Donc d'abord, oui, effectivement, en préliminaire, comme l'a rappelé le général Garrigue, je voudrais rappeler un petit peu quelques éléments de l'organisation du secteur énergie en France. Vous avez donc le secteur production fourniture d'électricité, qui est un secteur concurrentiel,
et le secteur dérégulé de transport et de distribution de l'électricité, qui sont donc placés sous la responsabilité respectivement d'RTE et ERDF. EDF donc, est donc confronté, je dirais, aux mêmes problématiques de dépendance vis-à-vis du distributeur RTE en cas de défaillance du réseau électrique, comme les autres acteurs économiques ou comme les autres structures étatiques. Donc ceci étant dit, alors à la question voilà, comment planifier sa gestion de crise lorsqu'on dépend des autres, je me suis aussi moi-même interrogée sur cette question et finalement j'ai choisi de reformuler cette question de la façon suivante, c'est comment apporter une démarche de continuité d'activité à son propre dispositif de crise. Et si on raisonne de cette façon, finalement, ça revient à cartographier l'ensemble de ces processus relevant de l'activité critique gestion de crise, d'identifier l'ensemble des besoins et des ressources inhérents à ce processus, et puis, en fonction de la criticité et du délai, je dirais, du niveau de service exigé, de mettre en place un certain nombre de mesures pour le rendre résilient. Alors sur le premier transparent, est représenté le processus de gestion de crise tel qu'il est décrit dans le groupe EDF et décliné dans toutes ces entités. Donc c'est quelque chose de très classique. Et la partie opérationnelle, c'est effectivement le processus d'alerte et le processus de gestion de crise. Donc pour chacun de ces phases, il y a un certain nombre d'activités, un dispositif d'alerte, des capacités de mise en tension des organisations, un certain nombre de dispositifs opérationnels selon la nature de la crise, des ressources matérielles et des ressources en personnel. Donc pour chacun de ces sous-processus, comme toute démarche de continuité d'activité, il importe de définir les exigences en termes de capacité de réponse. Un dispositif de permanence doit être disponible H24, 7 jours sur 7, 360 jours sur 365. Une capacité de mise en tension des organisations, par exemple, pour le groupe EDF, c'est 2 heures salle de crise. Donc pour chacun des processus, il y a une exigence de continuité ou de délai de mise en œuvre du processus, et pour chacun de ces processus, il faut penser ressources, besoins et mode de couverture si les ressources inhérentes à ce processus sont défaillantes. Et effectivement, on pense souvent électricité, on pense souvent SI, moyens de communication, mais il faut aussi raisonner réseau de transport, moyens de transport et ressources personnelles. Donc, ce qui importe pour avoir un dispositif de crise résilient, c'est pousser le raisonnement sur chacun de ces processus, donc le plus loin possible sur l'ensemble de ces moyens. Et les réponses peuvent être de la redondance, peuvent être du repli, peuvent être de l'autonomie, à la fois dans les dispositifs physiques, mais aussi dans les modalités d'action. Donc, je vais vous illustrer donc par la 3 mises en œuvre de ces différentes tactiques de réponse pour rendre le dispositif de crise résilient. Alors, en ce qui concerne la redondance, bien évidemment, les moyens de communication sont indispensables pour toutes les phases de gestion de crise. L'alerte, l'activation, le pilotage, la gestion, l'échange avec les autres, en termes de voix et en termes de phonie. On pense souvent redondance pour les salles de crise. Alors, nous avons, dans les différentes salles de crise d'EDF, différents réseaux de communication, les réseaux téléphoniques IP. Nous conservons des réseaux analogiques, c'est important. On se bat souvent contre les directions de services informatiques pour conserver ces dispositifs. Des réseaux sécurisés internes qui nous permettent, en cas de défaillance des réseaux externes, de continuer à communiquer en interne, mais pas avec les autres. Donc, par exemple, nous avons le réseau SATS, qui est un réseau sécurisé pour la gestion de crise nucléaire. Nous avons des réseaux sécurisés étatiques, comme le réseau Rimbaud, qui nous permet d'échanger avec les pouvoirs publics, avec les autres opérateurs dotés des mêmes réseaux, et en interne, puisque nos différents PC de crise en sont dotés. Et puis, nous avons des réseaux satellites, des GSM, à chaque fois s'adossant sur plusieurs opérateurs. Par contre, quand on pousse l'analyse, et souvent dans les états-majors, ce qui est important, c'est la robustesse du dispositif d'alerte initial. C'est le premier maillon de la chaîne du dispositif de crise, et souvent celui-ci est traité, je dirais, de façon un petit peu faible. Par exemple, au niveau des états-majors,
On utilise souvent des feuilles de permanence avec des numéros de téléphone basés sur des GSM, un opérateur unique et pas de numéro de secours. Donc nous imposons, après quelques retours d'expérience, notamment sur des défaillances de certains réseaux d'opérateurs, nous imposons par exemple systématiquement à l'ensemble des dirigeants tournant dans des tours d'astreinte de disposer de 2 téléphones ou de téléphones à double carte SIM avec 2 opérateurs différents. Nous imposons d'avoir dans les annuaires de crise, en sus de ces 2 numéros de téléphone, des numéros fixes de bureau, de domicile, avec la conservation de lignes analogiques pour certains des décideurs les plus prégnants de nos dispositifs de crise. Et ce qu'il importe, c'est effectivement que dans l'ensemble des annuaires de crise, l'ensemble de ces numéros soient partagés par l'ensemble des acteurs. Et quand des dispositifs d'alerte et de permanence reposent, y compris entre différents acteurs, avec les pouvoirs publics ou les autres opérateurs, sur des numéros uniques, les systèmes sont très fragiles. Et quand on pose le raisonnement très loin, souvent ce premier maillon il est encore faible. Donc vraiment travailler sur la redondance des moyens de communication, non pas uniquement des salles de crise, parce qu'on parle beaucoup de salles de crise, mais également de l'ensemble des personnels œuvrant dans les dispositifs de permanence et qui sont, je dirais, à l'initiative et les premiers maillons d'activation des dispositifs de crise. Ensuite, les replis. Donc, on travaille effectivement donc, à être le plus autonome possible et à rendre robustes nos salles de crise ou sites sensibles pour des activités critiques permettant d'assurer la continuité d'activité des fonctions régaliennes de l'entreprise. Alors, ça va de l'autonomie électrique, donc disposer de groupes électrogènes qui permettent de secourir je dirais, les sites accueillant des salles de crise ou des sites critiques, groupes électrogènes, mais aussi réserves en hydrocarbures permettant une autonomie de fonctionnement de plusieurs jours. C'est aussi penser transport, accessibilité. On a évoqué des crises de ces hivers, donc disposer de différents scénarios alternatifs pour pouvoir transporter les personnels indispensables depuis leur résidence jusqu'aux salles de crise de base ou les salles de crise de repli. Et puis surtout, penser redondance des salles de repli et robustesse des salles de repli à l'ensemble des risques. Dans le cadre, par exemple, des travaux en cours sur l'inondation Île-de-France, nous avons fait le constat que nos replis de salles de crise n'étaient pas, entre guillemets, waterproof. C'est-à-dire que le repli de notre salle de crise principale était localisé en région parisienne, non pas dans un endroit inondable, mais dans un endroit qui serait inaccessible en cas de crise d'inondation. Donc, il faut penser redondant pour multirisque et y compris pour des problématiques d'accessibilité qui peuvent rendre l'outil inopérant, si tant est qu'il soit doté de dispositifs de communication les plus modernes et les plus poussés possibles. Il peut très rapidement rendre... Voilà. Donc penser effectivement redondance multirisque. Et puis enfin, quand on est sur des processus critiques, mais vraiment critiques, penser autonomie d'action complète. Alors ça, effectivement, il y a une étude, je dirais, coût-bénéfice à faire. Mais je voulais vous montrer l'exemple mettre en avant de la FARN, donc la force d'action rapide nucléaire. Donc ça, c'est un point de sortie du REX de la crise Fukushima. Donc EDF maintenant dispose d'une force autonome qui permet en moins de 12 heures de projeter hommes et matériel sur un site nucléaire en difficulté. Et cette force a été conçue pour un fonctionnement en autonomie complète, y compris dans sa capacité de projection sur site. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que l'ensemble des réseaux d'infrastructures, qu'ils soient routiers, qu'ils soient télécommunications, sont inopérants par un contexte lié à un contexte de catastrophe naturelle majeure. Et donc, cet outil qui est donc critique pour le dispositif de crise est doté à la fois de moyens de projection en matériel roulant, en bateau, en capacité de projection
par hélicoptère si les infrastructures terrestres sont impraticables. Dispose aussi de moyens autonomes pour dégager les routes, les axes routiers. Dispose de capacités de communication autonomes qui permettent de créer des PC sur place pour pouvoir communiquer avec les autres acteurs. Et puis aussi des capacités en termes d'hébergement, d'autonomie en termes de nourriture, qui permet, je dirais, de s'assurer au moins pendant quelques jours une capacité d'action indépendamment, je dirais, indépendamment donc de l'état de résilience des autres réseaux dont on a besoin pour agir. Donc voilà, 3 exemples: redondance, repli, autonomie, qui peut aller jusqu'à l'autonomie dans l'action, en fonction de la criticité de l'action qu'on a apportée. Et puis le dernier point, c'est bien sûr, c'est la nécessité, c'est l'enjeu majeur, enjeu, coordination, moi j'ai plus de slide, l'enjeu de transversalité, d'échange et de coordination avec les autres acteurs, avec, comme on l'a dit, des outils qui permettent de communiquer tous ensemble. Alors sur ce point-là, il y a effectivement nombre d'initiatives qui fleurissent en ce moment. Ce qui importe quand même, c'est que ces initiatives soient fédérées dans des initiatives uniques et que les outils qui se développent permettent de communiquer entre opérateurs économiques, entre OIV, mais aussi avec les pouvoirs publics. Voilà, donc enjeu de communication, mais au travers d'outils unifiés qui permettent d'avoir des canaux uniques et de concentrer dans le même endroit l'ensemble des informations qui peuvent être utiles aux uns et aux autres pour faire face à leur gestion de crise. Voilà. Bien, merci beaucoup. Puis merci surtout pour ces cas concrets là, très démonstratifs qui montrent comme quoi EDF est toujours très impressionnant quand ils se mettent sur des sujets avec des résultats. La Farne, qui est le dernier exemple suite à Fukushima, montre un petit peu la réactivité et le rétex qui a été fait en interne et les besoins qui ont été tout de suite établis et mis en place. Deuxième témoignage là, concernant la partie opérateur, là on va s'adresser à un grand transporteur, hein, donc connu au niveau mondial, donc là avec le souci justement d'être directement impacté par tout événement qui peut se passer au niveau international. Donc pour cela nous avons donc la présence du directeur de la sûreté d'Air France, monsieur Gilles Leclerc, qui du fait de sa longue carrière déjà au niveau police et préfectoral connaît très bien déjà la partie organisation étatique et qui maintenant va pouvoir nous parler dans un aspect donc vu d'un transporteur aérien. Merci, bonjour à tous. Effectivement, le transport aérien, par définition, est international, donc est préparé à la crise pratiquement au quotidien, puisque sur l'ensemble de la planète, il ne se passe pas une journée sans qu'on ait des mini ou des grosses crises. Donc évidemment, ça nous oblige à nous préparer à cette crise et à la planifier. Je vois ça marcher. Voilà, toc. Voilà, alors donc on se prépare et on s'y prépare d'autant plus qu'on prévoit un doublement du transport aérien dans les 20 prochaines années et de surcroît une surmédiatisation qu'on a déjà bien en vue mais qui semble-t-il continuera également à se développer. Donc source forcément de diversification de risques et de plus en plus de crises qui seront mineures ou majeures mais qui nous obligeront à prendre des mesures. Alors pour nous la notion de crise... c'est en général un événement qui va risquer de provoquer ou qui provoque ou qui a provoqué un préjudice pour évidemment nos clients en premier, mais également aussi toute personne qui va subir même indirectement un préjudice à cause de notre activité, et puis à nos personnels et au patrimoine dont nous disposons. Donc on a plusieurs niveaux de crise sur lesquels on travaille. Certains sont pris évidemment au quotidien en main, dans la mesure où on a un centre de coordination des opérations qui gère de manière totalement banale les problèmes de régulation des vols qui sont au quotidien impactés par des annulations, par des pannes, par des problèmes médicaux à bord. Donc ce sont des crises qui sont gérés au quotidien, mais qui finalement gèrent quand même l'activité forcément H24. On a également des crises d'exploitation. Là, c'est déjà un petit peu plus compliqué, puisque là, on se retrouve parfois sur des intempéries, par exemple, la neige, un volcan qui a une éruption, enfin toutes choses qui sont en dehors finalement de notre but de transporter de manière correcte les passagers, mais qui impactent. On a également aussi des troubles sociaux, on a des troubles géopolitiques.
qui nous amène à avoir des situations qui ne sont pas encore dans une crise majeure, mais qui y ressemblent. En ce moment, on est en train de gérer la crise au Burkina Faso. Bon, ben, on a des passagers qui sont à l'hôtel. On a deux équipages, enfin deux groupes d'équipage, l'un qui attend, l'autre qui aimerait bien repartir. Et on se retrouve donc à gérer l'ensemble du sujet. On gère aussi nos expatriés. On a donc un certain nombre de mesures comme ça qui sont prises en fonction de ce type d'événement. Là, vous parliez, madame, de contact, effectivement. Heureusement qu'on a les satellitaires, parce que sinon on n'aurait pas tout à fait un bon retour. Et donc ensuite, la dernière phase, j'allais dire, sur laquelle on se penche et qui évidemment nous oblige à planifier de manière un peu plus conséquente, ce sont les événements majeurs, là, qui souvent sont des crises de sûreté. Bon, ça peut être une crise de sécurité en vol si c'est un accident aéronautique traditionnel lié à la technique, mais aussi des crises de sûreté s'il s'agit d'attentats, de prise d'otages, j'en passe et des meilleurs. Et là, c'est plutôt dans ma partie que ça revient. Et donc, dans chacun des deux domaines, on a évidemment des salles de crise qui sont dédiées. Soit c'est une salle de crise liée à un événement lié à la sécurité des vols, soit c'est un événement de crise lié à la sûreté. À ce moment-là, c'est moi qui reprends la main. Voilà. Donc, évidemment, obligation d'analyser la menace, de faire des scénarios. On a préparé, on est tous toujours avec un certain nombre de fiches réflexes pour tous les scénarios. Même si souvent un événement ne ressemble pas à l'autre, il y a quand même un certain nombre de critères qui y ressemblent. Et puis, prévision aussi de moyens liés à certaines crises dans lesquelles il faut les déployer. Moi, j'avais parlé aussi des assurances, parce qu'effectivement, parfois, on a des risques indirects, mais qui nous obligent à recourir aux assurances. Ça ne veut pas marcher. Ah, c'est celui-là. Voilà, c'est bon. Alors, la résilience, évidemment, conséquence d'une gestion collective de la crise, comme les prédécesseurs qui ont parlé. Je pense qu'effectivement, une crise, on ne la fait pas tout seul. Mais enfin, ça a au moins un avantage, c'est qu'à partir du moment où on est plusieurs, on dépend peut-être parfois des autres, mais on n'est pas seul pour gérer la crise. Donc, finalement, ça peut être aussi très intéressant de pouvoir la mener à plusieurs et de pouvoir revenir dans son plan d'activité normal grâce à l'aide de ses partenaires, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient privés. Donc on répertorie évidemment nos points forts et nos points faibles. Ça fait partie aussi de nos plans de crise, évidemment. À l'État, on fait la même chose, mais c'est important de savoir sur qui on peut compter, que ce soit en interne ou à l'extérieur. C'est important d'identifier nos forces, que ce soit en infrastructure, en logistique, et même en négociation, parce qu'il peut nous arriver parfois d'avoir des gens pris en otage, etc. Donc, comme l'a dit madame aussi, on a évidemment tout un plan en amont de listing un petit peu de nos infrastructures et de les utilisations. Et puis travailler, parce que bon, parfois il faut réagir très vite avec ceux qui sont immédiatement disponibles, parce que bon, il peut nous arriver que même si le plan est bien prévu, on n'a pas forcément les gens sous la main et on prend ceux qui sont là. Je me souviens de la crise de neige, on en a parlé tout à l'heure. Malheureusement, il y a des gens qui sont bloqués par la neige. Alors ils ne peuvent pas, évidemment, être dans la salle de crise. Donc on se débrouille comme on peut, avec un certain nombre de personnels qui essayent d'être réactifs. Bon. Donc souvent, d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas toujours très mathématique, nos planifications, parce que le terrain, souvent, commande. Bien, ensuite, donc, sur la résilience, toujours dans la conséquence d'une gestion collective, évidemment, on a un certain nombre d'étapes. Bien sûr, on monte en puissance, on a à l'esprit les points forts et les points faibles, donc pour savoir sur lesquels on peut s'appuyer. Et donc, on doit se fixer des objectifs réalisables dans la crise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus penser qu'on va la résoudre tout de suite. Donc, il faut essayer d'y aller step by step et de ne pas inciter certains à mettre la charrue avant les bœufs. Donc il faut à la fois avoir ce réflexe, cette dynamique, et puis en même temps ne pas se satisfaire de la routine, c'est-à-dire de se dire bon, ben, on a vécu déjà ça, donc ça va se passer comme ça. Non, ça se passe jamais comme ça. Donc je crois qu'il faut vraiment à chaque fois débriefer, évaluer et anticiper ce qui éventuellement va se passer. Et puis monter en puissance, construire un petit peu sa gestion, ça veut dire savoir où on veut aller, ça veut dire consolider les positions que nous avons mises en place avec les ressources que nous avons, et surtout désigner notre objectif, c'est-à-dire évidemment toujours la continuité d'activité.
Et puis enfin, puisqu'il faut bien à un moment donné débriefer, à la fin, je pense que le retour d'expérience, c'est très important. Et donc, on peut essayer de rêver et imaginer que la cellule de crise idéale existe, et on peut essayer d'établir des scénarios qui peuvent éventuellement prendre tout cela en compte, tout en ayant en tête que les influences exogènes sont rarement les mêmes. Voilà ce que je vais vous dire un petit peu très rapidement, schématiquement. Merci. Bien, merci beaucoup pour ce deuxième témoignage d'un grand opérateur. Donc nous allons attaquer maintenant la phase, je dirais, solution, solution technique ou conceptuelle. Alors c'est vrai que tous les gens qui vont exposer là ont tous des stands sur place, donc déjà certains peut-être les ont vus, mais c'est une occasion de présenter ça dans une sorte de cohérence par rapport aux besoins exprimés par les 4 premiers conférenciers. Donc pour cela, donc, on va avoir donc en premier temps comment dire, un binôme, hein. Donc déjà il y a une redondance, donc on voit déjà que l'aspect résilience déjà est bien identifié, 2 personnes qui vont parler. Donc on aura monsieur Anthony Mazot qui est responsable projet à IEC Télécom et qui est accompagné de monsieur Xavier Boutors là, qui est Business Development Manager à Inmarsat, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les valises Inmarsat, c'est un nom qui dit quelque chose. Donc on a bien vu comme quoi on a évoqué plusieurs fois des événements extrêmes ou complexes dans lesquels les réseaux de télécommunications peuvent être détruits ou inopérants. Donc on attend de voir qu'est-ce que vous pourriez proposer comme solution technique pour les rendre plus résilients. Je vous laisse la parole. Bien sûr. Bonjour. Peut-être en préambule de notre intervention, je voulais dire quelques mots sur IEC Télécom, parce que tout le monde connaît Air France, tout le monde connaît EDF, tout le monde ne connaît pas la société IEC Télécom. IEC Télécom est une société spécialisée dans les télécommunications par satellite depuis maintenant plus de 20 ans. Et donc qui propose toute une gamme de solutions de télécommunications par satellite qui permet de couvrir tous les besoins tels qu'ils sont identifiés sur le terrain. En termes d'empreinte mondiale, c'est vrai que nous sommes présents dans le monde au travers de 10 filiales, ce qui nous permet de couvrir quasiment l'ensemble du globe. Et voilà, et qui nous confère une expérience réelle du terrain et qui nous permet de comprendre exactement les besoins de nos clients. Je vais enchaîner. Donc Inmarsat, un opérateur de satellite, donc qui existe depuis un peu plus de 35 ans. Et si vous regardez un petit peu l'origine de cette entreprise, c'était déjà pour gérer une certaine crise à l'époque, qui était comment être prêt à porter secours à des bateaux qui se trouvaient au milieu des océans. Et donc tout le concept de safety, comme on dit, et de sécurité, et permettre justement à des gardes-côtes de pouvoir aller porter assistance à des bateaux qui étaient au milieu des océans. Donc c'est marrant de se dire que près de 40 ans plus tard, Inmarsat est toujours souvent au cœur de solutions de communication. Merci. Alors effectivement, comme ça a été évoqué par mes prédécesseurs, on peut planifier et on doit planifier toutes les situations de crise. Quoi qu'il en soit, au moment où la crise intervient, l'élément essentiel devient la communication, hein, parce que toutes les équipes doivent se coordonner entre elles, tout le monde doit pouvoir échanger, et c'est bien souvent aussi le moment où les réseaux de télécommunications deviennent, eux, inopérants, parce qu'on est tous dépendants aujourd'hui à des réseaux qui sont terrestres. Et on sait que, quelle que soit la crise, les réseaux terrestres sont les plus exposés justement au fait d'être détruits ou de devenir inopérants. Prenons quelques exemples. En 2001, AZF, l'explosion de l'usine AZF, la coordination des secours a été très très compliquée, tout simplement parce que les réseaux classiques étaient saturés, étaient détruits, et les pompiers n'ont pas pu se coordonner aux gendarmes, qui n'ont pas pu se coordonner aux autres autorités, tout simplement parce que chacun utilisait son propre réseau de télécommunications de secours,
et ce qui a apporté beaucoup de soucis. Un autre exemple très concret, une inondation. Une inondation, ça implique une coupure des réseaux électriques. Qui dit coupure des réseaux électriques dit que les réseaux GSM ne sont plus alimentés, et donc forcément plus alimentés, donc n'émettent plus, donc on ne peut plus communiquer avec les réseaux GSM. Donc que fait-on alors? C'est un petit peu le même cas lors d'incendie ou plus récemment également, et c'est un petit peu une problématique très très actuelle. En cas d'attentat, aujourd'hui, on le connaît, il y a une vraie course à l'information. Dans le cas d'un attentat, on est sur quelque chose qui est très très localisé, très précisément, et on se retrouve avec énormément de personnes qui cherchent à communiquer au même endroit pour des raisons qui sont très diverses. On a les journalistes qui veulent envoyer des images à leur siège pour qu'elles soient diffusées en direct. On a des équipes de secours qui cherchent à communiquer entre elles pour se coordonner. Et on se retrouve dans une sorte de goulot d'étranglement, et c'est très concrètement, ça se traduit par le fait que plus personne n'arrive réellement à communiquer par les moyens traditionnels. Parce qu'il n'y a pas uniquement le phénomène de destruction des réseaux, mais il y a aussi le phénomène de congestion. Et donc au travers de ces exemples, on le voit très bien, il faut trouver un moyen de communication qui soit alternatif au réseau terrestre, et c'est là qu'interviennent les télécommunications par satellite, comme l'ont très bien dit mes prédécesseurs, et c'est là qu'interviennent des sociétés comme IEC Télécom et Inmarsat en tant qu'opérateurs satellitaires pour apporter ce type de solution. Et je vais d'ailleurs laisser la parole à Xavier pour parler un petit peu justement de ces solutions-là. Donc, comme on est sur la partie solution, on va quand même essayer d'être très concret et regarder un petit peu les caractéristiques de ces réseaux de télécommunications par satellite. Évidemment, au cœur, c'est la fiabilité, la résilience. Alors, on pourrait dire que le satellite est à 36 000 km d'altitude. Victime d'un attentat, c'est difficile. Bon, il y a toujours des risques dans le ciel, mais statistiquement et historiquement, pour l'instant, rien ne s'est passé de grave sur cette partie-là. On a quand même une petite infrastructure terrestre, mais nous avons tout ce qui est redondance, et notamment là où nos stations terrestres qui communiquent avec les satellites, on en a toujours deux, donc s'il y a un problème particulier sur une de ces stations, nous avons une autre station qui va prendre le relais de façon totalement transparente. Il y a bien évidemment, on en a parlé avant, je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, qui est l'indépendance vis-à-vis des réseaux, comme on disait, un peu traditionnels, ou les réseaux terrestres, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infrastructure qui est liée, qui nécessite ou qui mette en péril l'utilisation des communications par satellite par rapport au réseau classique. Et puis bien évidemment, la communication c'est une chose, mais comment est-ce que vous communiquez? Donc avec tous les outils, ce qu'on appelle les matériels, les téléphones ou les modems. On parlait avant de valises, alors ça me fait un petit peu rire parce que les valises, c'était le terme qu'on utilisait une vingtaine d'années. Alors moi qui ai connu Inmarsat un peu plus tard, aujourd'hui on appelle ça des modems, et c'est un peu plus petit, mais c'est toujours intéressant d'entendre et d'avoir du retour, et notamment on en a eu hier de personnes qui ont utilisé des valises Inmarsat. C'est du visuel, c'est du vécu. Voilà, exactement. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc, tous les matériels qui sont utilisés sont évidemment robustes et peuvent être utilisés dans n'importe quelle condition et vont résister au froid, à la chaleur, à l'eau, et peuvent être utilisés justement dehors sans que ça n'impacte l'utilisation des services et donc des communications. Et puis alors, d'un point de vue opérateur de satellite, comme nous sommes un peu plus haut, du coup nos cellules, comme une cellule GSM, sont un peu plus larges, donc ce qui nous permet d'avoir une couverture mondiale. Donc le concept de zone blanche connaît moins, on va dire. Et donc ce qui est intéressant aussi, pour des États, mais aussi pour des organisations privées qui veulent gérer leur sécurité, non pas de façon locale, mais d'avoir des solutions qui soient beaucoup plus larges et donc de façon mondiale, peuvent justement avoir des solutions chez un opérateur plutôt que d'avoir à confectionner plusieurs solutions locales qui parfois aussi empêchent une certaine interopérabilité.
Alors, en termes de service, ça va aussi bien, je pense que j'apprends pas grand-chose, ça va aussi bien de la voix, de la simple voix, donc d'un téléphone pour pouvoir communiquer, donc du control on command, comme on dit en anglais, à bien évidemment de la donnée, et jusqu'à de la donnée à très haut débit, qui est importante aussi, justement, notamment avec aujourd'hui beaucoup d'outils, que ce soit de la cartographie, dont je pense on parlera un petit peu après, qui ont besoin de bandes passantes. Et donc, en tant qu'opérateur, nous innovons et nous investissons aussi justement pour pouvoir soutenir un petit peu toute la demande en termes de bandes passantes par des opérateurs, enfin des utilisateurs divers, que ce soit pour des questions de sécurité ou des besoins opérationnels différents. Et puis l'intérêt également, c'est que des solutions par satellite mobiles, vous pouvez les avoir aussi bien sur un véhicule que quand vous êtes à pied, mais également sur des bateaux et de plus en plus aussi sur des hélicoptères et des avions pour pouvoir justement ne pas avoir à s'affranchir en cas de problème justement routiers ou d'infrastructures qui sont inutilisables. Et enfin, je dirais que même s'il y a une indépendance, il y a bien évidemment une interopérabilité avec tous les réseaux classiques de communication. Dans un monde, je dirais, le mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, l'IP, bien évidemment, tous nos réseaux sont en IP, bien sûr. Et c'est ça qui est important aussi, pour nous, Inmarsat, c'est de travailler donc avec nos partenaires et les utilisateurs pour être vraiment en phase avec la demande et comprendre aussi les contextes dans lesquels nos services sont utilisés pour pouvoir apporter une offre non pas seulement technique mais commerciale qui soit cohérente et pour beaucoup, j'ose le dire, on va dire les communications par satellite sont chères. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour qu'elles apportent de la valeur ? Alors effectivement, l'idée, là, c'est aussi le terme de télécommunication par satellite peut d'une certaine manière être un petit peu barbare. On nous dit très souvent, oui, télécommunication par satellite, mais c'est compliqué. Pas vraiment, en réalité. Ce sont même des outils qui sont quasiment proches, qui sont quasiment ceux que vous utilisez tous les jours, parce que finalement, quels sont les outils de télécommunication par satellite ? En premier lieu, et je dirais le plus basique, c'est le téléphone satellite, qui certes ressemble un petit peu à nos téléphones cellulaires d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, qui sont un petit peu plus gros pour des raisons physiques, pour des raisons techniques, mais qui néanmoins permettent de délivrer ce service essentiel qui est d'offrir une connexion pour faire de la voix, tout simplement, de échanger des SMS et communiquer, et ça c'est Xavier le disait juste avant, de communiquer non seulement entre téléphones par satellite, mais également avec les réseaux traditionnels, c'est-à-dire que d'un téléphone satellite, on peut appeler le réseau fixe, on peut appeler le réseau GSM, on peut recevoir des SMS d'un réseau fixe ou des SMS d'un réseau satellitaire. Une tendance qui est très récente et qui je pense aussi montre à quel point la télécommunication par satellite est proche de la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui tous les opérateurs ont compris qu'on est tous très dépendants justement de nos équipements. On a tous un smartphone pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles d'ailleurs aussi. Ce smartphone contient tous nos contacts, il contient toutes nos données personnelles. Et que si on veut, en temps de crise, pouvoir continuer à communiquer avec nos contacts, on peut toujours sortir notre téléphone satellite de la poche, mais voilà, comment fait-on ? Ce qu'ont fait les opérateurs satellitaires, c'est qu'ils ont créé des outils qu'on appelle le hotspot, qui permettent de se connecter directement avec un smartphone en Wi-Fi à ce hotspot, et le smartphone devient lui-même un téléphone satellitaire. Je passe un appel depuis mon smartphone qui sera relayé par le réseau satellitaire. Donc c'est vraiment, je crois, l'image, le reflet de la démocratisation des télécommunications par satellite, qui sont plus uniquement un moyen extrême et un moyen de dernier recours, mais bien quelque chose qui rentre aussi dans les mœurs pour la gestion des situations un petit peu d'exception.
Ensuite, un autre besoin qu'on rencontre, c'est le besoin de transmettre de la donnée. Alors à différents types de débit, hein, suivant les données qu'on veut transmettre. Des gens veulent pouvoir transmettre des données médicales, des bilans de secours, ou alors les journalistes veulent transmettre des images qui soient diffusées en direct. Pour ça, il existe tout un panel de solutions. On parlait des fameuses valides Inmarsat. Effectivement, aujourd'hui, ce sont des modems qui sont plus petits en termes d'encombrement, qui sont plus petits que nos laptops qu'on utilise quotidiennement, et qui sont déployables en quelques dizaines de secondes. En quelques dizaines de secondes, on se retrouve avec Internet, certes avec des débits plus limités que ce qu'on a l'habitude d'avoir au quotidien, mais néanmoins qui sont entièrement fonctionnels, alors que vos voisins, eux, n'ont plus Internet, n'ont plus aucun réseau. Et enfin, j'allais dire, la dernière couche dans les télécommunications par satellite, c'est ce qu'on appelle le très haut débit. Alors il faut remettre ça un petit peu dans son contexte. Le très haut débit, dans le contexte satellite, ce sont des débits qui vont aller entre 1 mégabit par seconde et 10 mégabits par seconde, parfois 20. C'est déjà du très haut débit, et ça c'est des solutions qui existent également, qui sont des solutions très courantes qu'on appelle les solutions VSAT, vous le mentionniez là dans votre présentation, voilà, qui sont des solutions soit fixes, soit mobiles. C'est ces fameuses paraboles qui font entre 75 cm et 2,40 m pour les plus grandes, mais voilà, qui sont déployées par nos clients justement pour anticiper. Là on est plus vraiment dans l'anticipation, de dire on a besoin de transmettre énormément de débit pour des applications diverses, et donc on investit dans ce type d'équipement qui, de toute façon, on le sait, vont venir redonder nos solutions quotidiennes et apporter justement cette fameuse résilience dans nos outils de télécommunication, et permettre une gestion de crise qui soit la plus optimale. Alors, pour conclure, je pense qu'on a expliqué en quelques secondes en fait que une solution de télécommunication par satellite apporte justement cette résilience aux moyens de communication. Mais il y a, par les discussions qu'on a pu avoir dans les 2 derniers jours, des éléments importants et qui ont été mentionnés juste avant. C'est vraiment la notion de coordination, d'interopérabilité et d'intégration. Et justement, au lieu d'avoir des choses qui se mettent en parallèle, c'est comment est-ce que tous les acteurs travaillent ensemble pour justement que ce soit des solutions, je me permets encore un mot en anglais, mais end-to-end, plutôt que d'essayer de faire ça de façon, je dirais, parallèle. Alors c'est un exercice qui est très difficile, mais c'est c'est une raison pour laquelle, en tant qu'Inmarsat, nous sommes ici aussi, c'est pour comprendre un petit peu cette problématique et pouvoir travailler ensemble avec nos partenaires. Merci. Bien, merci beaucoup là, pour ces premières solutions exposées. Je vais donner donc maintenant la parole à Madame Marie-Laure Dezonnet, qui est des chefs des ventes secteur public chez Géoconcept, et qui va nous parler aussi d'outils qui permettraient d'assurer l'interdépendance entre les différents centres opérationnels. C'est à vous. Alors, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je préfère me lever parce que je n'ai pas appris par cœur mes slides, donc j'arrive à les suivre. Merci pour mon dos, je vais aller me reposer. En vous regardant. Voilà, alors tout d'abord, on va commencer par la première slide. L'idée, c'est de vous dire 2 mots sur la société Géoconcept. Alors, j'attends que la slide apparaisse. Bon, Géoconcept, c'est une société française située à Bagneux, proche de Paris, porte d'Orléans. Stratégiquement, on est positionné entre la DGA d'Arcueil et la DGA de Bagneux, parce qu'on travaille avec le ministère de la Défense. Alors, je ne sais pas si le slide n'apparaît pas, je vais peut-être le redéclencher. Ah, je vois. Ah non, il ne va pas venir. Ah, je suis allée trop loin du coup. On va avancer trop de slides, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Donc la société Géoconcept, c'est une société française qui édite un système d'information géographique du même nom, Géoconcept, qui est un produit français.
Alors maintenant, on ne dit plus tellement éditeur de systèmes d'information géographique, ça nous semble maintenant réducteur, depuis l'avènement du monde web, tout simplement parce que depuis cette époque-là, on nous a demandé de créer des composants cartographiques qui sont intégrables dans les systèmes d'information et notamment les portails web. Voilà, donc nous créons des composants cartographiques donc français, la R&D est située proche de Paris. Nos clients, nos grands comptes sont à la fois du secteur privé, du secteur public, mais aussi du grand public. Lorsque vous utilisez le géoportail et que vous cherchez une adresse, un lieu dit sur le géoportail de l'Institut géographique national, vous utilisez, sans le savoir, GeoConcept. Donc GeoConcept est utilisé aussi pour la production de cartes du patrimoine français. Donc, vous connaissez tous le RGE, référentiel à grande échelle. Toutes ces données sont construites avec le produit GeoConcept. GeoConcept est spécialisé dans les solutions de géodécisionnel et des géoptimisations. Donc dans le géodécisionnel, tout simplement, ce sont des outils d'aide à la prise de décision. En géomarketing, par exemple, pour l'aide à l'implantation d'un magasin, mais c'est aussi, GeoConcept peut être utilisé pour l'aide à l'implantation d'un poste de secours. En géoptimisation, de façon plus générale, on va tirer profit de la dimension géographique des données. Et on va, par exemple, optimiser des tournées de livreurs, de techniciens de maintenance. Et effectivement, on peut optimiser le transport ou l'emplacement des centres de secours. Donc, GeoConcept, aujourd'hui, cette année, c'est 25 ans d'expérience dans le monde de la cartographie et de la géoptimisation. Alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet, si la slide veut bien apparaître, voilà. Alors, pour répondre à la question comment planifier sa gestion de crise lorsqu'on est dépendant des autres, parce que je préconise, c'est de suivre les préconisations justement des bonnes pratiques du Haut Comité français défense civile. Donc, je suis sûre que le Haut Comité a beaucoup de préconisations bonnes pratiques. J'en ai retenu une, c'est celle de mieux travailler ensemble. Donc, comment mieux travailler ensemble? Nous, on en a parlé beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'acteurs, il faut se coordonner. Voilà. Ça a disparu. Voilà, donc si vous pouvez laisser apparaître les slides, ce sera plus facile pour moi. Donc l'idée, effectivement, c'est de mieux travailler ensemble, d'anticiper ensemble les crises, de faire ensemble des exercices, et puis surtout de se partager les informations, de partager les informations non pas en une seule salle de crise, mais aussi avec les acteurs qui sont sur le terrain, avec les collaborateurs qui sont proches, et les partenaires qui sont, pourquoi pas, plus distants. Donc l'idée, c'est de travailler en interservice. Vous voyez ici deux salles de crise. L'idée, c'est d'échanger de l'information et de coopérer, travailler ensemble avant, pendant et après la crise. Et c'est ce que permet de faire GeoConcept. Donc dans GeoConcept, vous avez ici une image de réseau. GeoConcept est capable d'afficher les réseaux et pourquoi pas de changer de couleur les lignes électriques ou les réseaux de transport qui seraient endommagés et plus accessibles. Donc travailler ensemble, anticiper ensemble. Qu'est-ce qu'on va anticiper ensemble? C'est tout d'abord les crises. Donc pour se préparer ensemble à l'arrivée d'une crise, la première chose, c'est connaître son territoire. Donc c'est ce que va faire GeoConcept. Il va vous aider à monter tout un système de cartes de différentes échelles, différents référentiels de cartes qui vont vous permettre de connaître le territoire avec différents points de vue. Par exemple, le plan de ville, par exemple une photo aérienne, par exemple une vue satellite. Voilà, donc l'idée, c'est de poser le décor, de connaître le théâtre des opérations. Donc on va afficher les cartes, différentes échelles. Vous allez cartographier les zones à risque, les quartiers Céveso, les réseaux, les PIV, les points d'importance vitale. Alors je cite au passage une grosse référence de GeoConcept qui est le cabinet du Premier ministre, le SGDSN. C'est GeoConcept qui réalise le réseau intranet de gestion des PIV sur la France. Donc vous allez pouvoir, avec GeoConcept, préparer des plans. Donc chez les pompiers, les PPRI, les plans de prévention de risques d'inondation, sur les collectivités, les plans de communauté de sauvegarde. Voilà, donc grâce à la visualisation du territoire, vous allez pouvoir le connaître, pour mieux l'appréhender en cas de crise. Alors ce qui est important, c'est mieux connaître le territoire, mais aussi mieux connaître ses partenaires. Donc mieux connaître les acteurs,
Donc vous êtes géocodé. Géocodé, c'est localisé en XY les ERP, les bâtiments sensibles, recevant du public par exemple. Mais il faut connaître ses partenaires, les acteurs, à qui on peut faire appel, avec qui on correspond. Alors il peut y en avoir beaucoup. Et donc ce qu'on peut conseiller, c'est géocoder aussi les acteurs pour avoir sous le coude les fiches réflexes et les personnes avec qui on va travailler, qui appeler en cas de besoin. Donc il faut se connaître les uns les autres. Donc on va anticiper ensemble les crises et on va anticiper ensemble le partage des données. Donc on se connaît, donc il y a les relations humaines, et puis il va falloir mettre en face des accès réseau, ouvrir les accès aux bases de données partagées. Et donc de façon plus moderne, on peut aussi réaliser ce qu'on appelle des portails d'information qu'on va diffuser, on va ouvrir l'information aux autres partenaires. Et pour ce faire, le conseil, c'est effectivement de développer des portails qui respectent des normes. On a parlé tout à l'heure des normes ISO. Là, je parle ici des normes WMS et WFS. Ce sont des normes qui ont été définies par un comité international qui s'appelle l'Open Geospatial Consortium, qui définit des normes de distribution, des protocoles de communication, d'échange de données, des images géoréférencées pour le cas de WMS. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire Web Map Service. Et puis aussi, les Web Features Service, ce sont pour des protocoles, des normes pour échanger des données vectorielles, des points, des linéaires ou des surfaces. Voilà, donc ce qui est fortement conseillé, c'est effectivement de créer ses propres portails d'information, mais pour être diffusé et partagé en respectant ces normes. Alors pour vous donner un exemple, je sais que le portail Orsec, par exemple, accepte la norme ou supporte ou suit la norme WMS. Donc il est possible avec GeoConcept de concevoir un portail avec le suivi situation tactique d'une crise et de le partager sur le portail Orsec. Donc voilà, il faut échanger des flux pour générer des flux entrants et sortants dans ces systèmes d'information. Et donc maintenant, c'est ce qu'on appelle des web services. Alors pour revenir après les bonnes pratiques aux bons outils, bien sûr, j'ai parlé du SIG GeoConcept. Si on devait donner une définition au SIG GeoConcept, c'est un référentiel spatial commun à des données multisources, des données hétérogènes, multisources, multicapteurs. Et l'avantage de la cartographie numérique interactive, c'est pouvoir trouver plus facilement un consensus lorsque plusieurs acteurs doivent travailler ensemble, se coordonner, lorsqu'on a une représentation visuelle du territoire, lorsqu'on peut barrer les routes lorsque les policiers barrent les routes, lorsqu'on peut visualiser les réseaux qui sont plus accessibles, les zones isomlaques, etc. Quand on regarde tous ensemble dans la même direction, la même projection d'une carte interactive, on se comprend même très vite. Donc c'est l'avantage de la cartographie interactive. GeoConcept s'utilise aussi dans différents modes. Donc ce qu'on préconise, c'est le travail ensemble, donc ce sont les modes collaboratifs. Et ces différents modes sont combinables entre eux. Donc on peut bien sûr travailler en mode client-serveur, donc partager des bases de données. Ensuite, on peut définir qu'un client de cette architecture client-serveur va diffuser l'information et donc créer un intranet, un internet, un intranet, extranet. Alors maintenant, de façon plus moderne, ici aussi, il faut respecter les solutions cloud, c'est important. Et puis, il y a le mode déconnecté. Donc, GeoConcept propose aussi ce mode déconnecté dans certaines solutions, tout simplement parce que si le réseau tombe en panne, il faut quand même pouvoir regarder son territoire sur une tablette, sur un poste fixe ou un système intranet. GeoConcept sait faire et sait lire et créer des flux échangeables aux normes WMS, WFS. Et puis, si on parle de bons outils, le SIG GeoConcept, mais aussi les solutions métiers qui sont proposées par ses partenaires. Et vous avez ici, actuellement dans la salle des exposants, la société Sistel qui expose ses solutions et qui aussi connaît bien GeoConcept et intègre Runtime GeoConcept dans les solutions notamment qu'elle déploie chez tous les pompiers en France. Pratiquement 80% des pompiers en France sont équipés du projet de la solution GeoConcept dans les salles CTA Codis. Alors vous avez ici un exemple de portail. GeoConcept propose un générateur de portail qui vous permet de concevoir directement votre portail
les boutons qui sont accessibles en fonction des profils utilisateurs, qui permet de symboliser, représenter les réseaux, construire des itinéraires, optimiser, etc. Voilà, donc on vous conseille de venir voir sur nos stands, le stand de nos partenaires. Merci à vous. Très bien, donc on va terminer donc la table ronde par la présentation de M. Bertrand Wekel, qui connaît très bien la gestion de crise, du fait d'une première carrière parmi les sapeurs-pompiers, et qui là maintenant est dirigeant de la société Atrix, et qui va nous parler d'un projet, d'une initiative qui a été faite dans un aspect très conceptuel, qui va permettre peut-être d'amener des solutions par rapport à cette interdépendance recherchée entre les différents partenaires. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Donc Bertrand Wekel, je dirige la société Atrisk. Mais en fait, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt alors pas d'une solution, mais plutôt d'un esprit, parce que c'est pas l'intérêt, là, maintenant, dans la table ronde, que je vous présente la solution dans l'intégralité. Je suis pas sûr que c'est ce que vous cherchiez, surtout pas en fin de ce tour, mais plutôt d'une approche, d'un esprit qu'on a créé avec 13 entreprises, qu'on a appelé Blacklight. Alors, je vais juste, pour mettre peut-être en support, si ça prend bien. Oui. Blacklight, juste en quelques mots, qui sommes-nous? Il y a 13 entreprises avec des compétences complémentaires. C'est même un mouton, pas à 5 pattes, à 6 pattes, à 7 pattes, tout ce que vous voulez. C'est des entreprises qui ne sont pas faites pour se parler à la base. À l'origine, c'est des entreprises d'ailleurs qui ne se parlaient pas, qui à un moment donné ont commencé à échanger, à dire on peut faire quelque chose ensemble. Et en fond, je vais simplement mettre les logos en fait des entreprises, ça me permettra de sortir des diapos, donc je les passe. Voilà. Et ça va être plus simple, je ne m'appuierai plus sur le PowerPoint. Parce qu'en fait, la lettre de commande de notre animateur était un peu plus que je réagisse aussi, et que donc j'ai pris des notes au fur et à mesure. Et je vais essayer de traduire au regard de ce qui a été dit, quel était l'esprit derrière Blacklight. En quelques mots, si vous voulez, on a raisonné en tête de réseau. C'est-à-dire, à un moment donné, on a rencontré, au travers de nos clients, de nos expériences passées, des questions de moyens, par exemple. Alors, j'aime bien les exemples assez concrets. À un moment donné, on a travaillé sur une salle de crise d'un grand groupe. Il y avait des questions techniques, il y avait des questions d'organisation, d'ergonomie, des choses assez évidentes pour tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets, des choses extrêmement intéressantes. Et puis nous, on avait un rôle aussi sur toutes les questions de fiabilité, et entre autres de fiabilité de la montée en puissance. Entre le moment où on est dans un monde corporate déclenché, et puis le moment où on peut dire qu'on commence à reprendre le dessus par rapport à l'événement, et qu'on commence à pouvoir s'organiser, répondre, etc. Et puis là, par exemple, j'ai grande surprise, peut-être pour moi qui venais d'un monde extrêmement opérationnel, j'ai vu une somme de contrats, puis avec des astreintes de partout, puis des astreintes avec des demandes qui étaient parfois même surprenante, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il fallait un dispositif H24 qui soit réactif en moins de 3 minutes, alors qu'on parlait d'un service qui n'avait aucune incidence pour sauver du monde. Et s'il arrivait 3 heures plus tard, mais par contre c'est sûr que ça avait un coût, donc il y avait une logique commerciale derrière, je comprenais bien. Et puis après on voyait des contrats qui n'étaient pas connus de tous, puis certaines entités dans cette entreprise qui utilisaient des services qui n'étaient pas connus d'autres. Donc vous voyez bien qu'il y avait plein de moyens qui n'étaient pas forcément connus de tout le monde et qui n'étaient pas interopérables au sein d'une même entreprise. Et qui pourtant avait une forte expérience sur ce type de problématique. Un peu plus tard, on a fait une autre action, on a pu observer dans une autre entreprise un exercice majeur qui se déroulait en Afrique. Et puis là, on voit que tout d'un coup, des structures qui pourtant ont des moyens conséquents, logiquement, ces rencontres un jour un incident, alors où il fallait énormément de moyens sur le terrain, problématique de pollution maritime, pollution terrestre. En Afrique, donc, on ne peut pas compter sur des services étatiques de la même manière que ce qu'on aurait en termes de réponse. Puis là, les questions deviennent très pratico-pratiques. On a beau faire de la gestion de crise, il nous faut des pelles. Puis il nous faut des moyens, puis il en faut en nombre. Et puis il faut des moyens de communication, et puis il faut des éléments pour se parler, il faut des... Et puis le quotidien de l'entreprise, c'était pas quand même, en termes de business, de ne travailler qu'à ça, parce qu'on est en train de parler de l'événement qui arrive qu'une fois tous les 20 ans. Et donc voilà, on a constaté un certain nombre de choses, et à force d'échanger entre partenaires, on s'est rendu compte qu'un des besoins de beaucoup de nos clients, c'était pas spécifiquement que de l'expérience ou de l'apport d'Atrisk,
qui va être sur sa niche, mais qui avait besoin d'autre chose, d'éléments techniques, d'autres experts. Moi, par exemple, ma structure, on n'est pas très pointu si on est sur des problématiques plutôt orientées sûreté. Donc, soit je fais croire que je sais répondre, c'est pas très éthique en termes de qualité, soit à un moment donné, je vais chercher la bonne personne avec qui je veux bien travailler. Et donc, on a commencé à construire cette réponse en disant, comme de toute façon, on parle d'événements qui ne se passeront jamais, et je vais faire de la palissade, hein, c'est tel que c'était prévu, la planification ne répondra jamais, il faut aider nos clients à réinventer les réponses, à improviser des solutions, à trouver des éléments, et donc à pouvoir dire, si j'appelle quelqu'un, que je connais parce que je travaille déjà avec lui, il va m'aider aussi à trouver rapidement d'autres solutions, d'autres approches. Et c'est ce que vous trouvez en fait dans l'ensemble des entreprises qu'on allait chercher, parce qu'on a regroupé à la fois des gens qui font du facility management en transport aérien, des gens qui sont capables de trouver des moyens de travaux publics, puis Météo France, puis des gens qui font du conseil, puis des gens qui font de la communication, un ensemble voilà, de métiers de ce type-là, avec un premier objectif vis-à-vis de nos clients, c'est déjà de se libérer l'esprit. J'appelle une personne qui coordonne, je sais que je peux lui faire confiance parce que je le connais, parce que j'ai déjà travaillé avec, parce qu'on s'est déjà rencontrés, et que tout ce qu'il va m'amener derrière, globalement, qualitativement, il va le garantir. Et donc, dans tout ce que j'entendais, je me disais, de toute façon, notre posture est un peu une forme d'interopérabilité du privé. Un ensemble de structures du privé qui sont interopérables. Et alors, ça m'a, dans mes prises de notes, je me disais, mais qu'est-ce qui rend notre structure ou ce qu'on a créé interopérable? Qu'est-ce qui fait qu'on sait travailler ensemble? Il y a déjà, en fait, un an de travail. Et une des grosses difficultés quand on répond à la question comment fiabiliser en situation extrême quand on dépend des autres, le dépend des autres, c'est se connaître. Si je fais le parallèle avec mon ancien métier, j'ai jamais autant appris sur les réseaux d'infrastructures, sur EDF, sur d'autres moyens, sur le monde du privé que depuis que j'ai quitté mon monde public auparavant. Et donc globalement, on voit bien qu'on a besoin de se connaître, de comprendre un certain nombre de choses. Mais en fait, c'est ce qu'on fait au sein de Blacklight. Ne serait-ce qu'être présent, parce que la marque, elle est sortie pour ExpoCrise, mais ça fait un an qu'elle travaille. Ne serait-ce qu'arriver à créer un stand commun à 13 entreprises qui vont d'IBM à des petites structures de type TPE comme Atrisk ou autres. Globalement, c'était déjà un challenge parce que ça nous obligeait à nous connaître. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, si c'est moi qui décroche, par exemple, ou un de mes consultants qui décroche un appel un dimanche, on lui pose une question, la personne qui va mobiliser, il va pas simplement d'une autre entité, il ne va pas simplement la mobiliser parce qu'il sait faire de la communication, qu'il sait faire de l'image satellitaire, parce qu'on a un CERTIT qui fait de l'image satellitaire, il va aussi le mobiliser parce qu'il sait qu'il peut faire confiance à sa réponse. Il sait que derrière, il va être réactif, il sait qu'il va se décarcasser parce qu'on a travaillé ensemble et on continue à travailler ensemble. Et l'interopérabilité, elle est déjà là dans le fait de se connaître. Et dernière question, à mon sens, en prise de notes, Blacklight est né en Alsace, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont originaires d'Alsace, on y tient assez, il n'y a pas que des Alsaciens, mais il y a une partie. Ma société est alsacienne, vous aurez compris. Et on a un proverbe en Alsace qui dit que l'église doit toujours rester au milieu du village. Et entre autres, quand on veut travailler sur des sujets, il faut être très clair aussi sur à quoi ça sert. C'est-à-dire que l'ensemble là, c'est bien un ensemble qui vise à être au service d'eux et jamais à la place d'eux. Beaucoup d'entités, et on voit bien les présentations, on travaille depuis longtemps sur ces questions, ils savent très très bien ce qu'ils ont à faire. Et puis ils ont structuré des moyens. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas tout prévoir, soit pour des logiques économiques. Le monde économique se contracte quand même pas mal, donc il y a un moment donné, on ne peut pas non plus mettre trop de choses en attente à mobiliser au cas où. Soit on n'aura pas prévu un cas de figure et on a besoin d'autre chose. Mais on a besoin de quelqu'un au service, et pas quelqu'un qui vient faire à la place, ou pas quelqu'un qui vient décider à la place, etc. Il faut être très très clair sur la place de chacun. Et dans cette notion de dépendance, je crois que c'est extrêmement important. Et je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Merci beaucoup pour cette liaison naturelle dans la dernière phase. Donc on a 5-10 minutes pour les questions. On sait qu'on est le vendredi après-midi et qu'il y en a beaucoup qui sont pressés pour prendre des trains, mais ça laisse quand même le temps de pouvoir poser des questions à nos différents orateurs. Vous avez la chance d'avoir devant vous l'aspect étatique, l'aspect opérateur et l'aspect industriel. Réponse ? Profitez-en.
Oui, bonjour, Philippe Bivas, Cedralis. J'ai une question pour Inmarsat. Tout le monde compte sur les communications satellitaires pour le jour où il n'y aura pas plus de communication terrestre. Est-ce qu'il y a suffisamment de capacité pour que tout le monde puisse les utiliser le jour où il y en aura besoin? Si je réponds non, je suis mal. Oui, en fait, on va prendre quelques exemples dans le passé, mais ce qui s'est passé en Haïti, ce qui s'est passé au Japon, ce qui s'est passé au Népal récemment, on a la possibilité justement d'utiliser nos ressources et qui sont assez dynamiques et de les mettre là où il y a de la demande. Ça, c'est une première chose. Donc, ce qu'on appelle les cellules, comme un opérateur de GSM va opérer différentes cellules. Nous, on a des cellules donc, qui couvrent toute la Terre. On ne va pas les illuminer quand il n'y a pas d'utilisateur dedans. Donc, on peut utiliser ces ressources qui, normalement, nous permettraient de couvrir et d'avoir des utilisateurs un peu partout dans le monde. On va les mettre là où il y a de la demande. Et le deuxième point, c'est que de plus en plus, on investit toujours dans d'autres satellites pour avoir justement de la redondance également au niveau des satellites qui, d'une part, nous permettent, en cas de problème sur un satellite, mais aussi de pouvoir ajouter de la capacité là où il y a beaucoup de demandes. Et c'est un cas très concret puisque nous allons, à partir de la semaine prochaine, bouger un de nos satellites pour donner encore plus de capacité qui est centré sur l'Inde et la région Asie-Pacifique. Là, il y a beaucoup de demandes. Et là où potentiellement aussi des situations de crise après catastrophes naturelles. Donc, Autre question? Il y a une main qui se lève à gauche, sur ma gauche. Bonjour, Gérard Dupin, je suis du centre de crise du ministère des Affaires étrangères. J'avais une question qui s'adresse à la fois à la personne qui représente Inmarsat et à celle qui représente IEC. Vous avez parlé de votre hotspot Wi-Fi. J'aurais bien aimé connaître la portée de ce hotspot. Et j'avais une seconde réflexion. Nous, on est en anticipation pendant à peu près 80% du temps et en conduite pendant 10 à 20% du temps. Un hotspot, ça va permettre d'économiser des téléphones satellitaires. Donc, le budget, du côté budgétaire, je veux dire, il y a une satisfaction. Par contre, la facilité d'utiliser un smartphone pour communiquer risque de générer beaucoup plus d'appels et donc de surcompenser l'économie réalisée. Donc, est-ce que vous avez un historique là-dessus et est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Merci. Merci pour vos questions. Je vais répondre à la première qui est sans doute la plus simple. Deux manières de se connecter à un hotspot satellitaire. La première, c'est le Wi-Fi, la seconde, c'est le Bluetooth. Dans tous les cas, on reste cantonné à une portée qui est celle de nos box Wi-Fi telles qu'on les a à la maison, c'est-à-dire entre quelques mètres et quelques dizaines de mètres. Plus de portée en Wi-Fi, moins de portée en Bluetooth. Effectivement, un hotspot Wi-Fi permet de connecter plusieurs smartphones. En l'occurrence, on peut connecter 5 smartphones ou tablettes à un seul hotspot. C'est vrai, ça permet d'économiser 4 téléphones satellites. Néanmoins, autant on peut connecter plusieurs téléphones, plusieurs smartphones à un hotspot, autant il n'y a qu'un seul canal voix qui soit disponible en simultané. Ce qui veut dire que de toute façon, vous ne pourrez pas cumuler autant d'appels. Donc sur 24 heures, il n'y aura pas 5 fois 24 heures de possibilités de communication, mais bien 24 heures de possibilités de communication. Maintenant, effectivement, oui, ça nécessite un contrôle. Si moi j'autorise 5 personnes à se connecter à ce hotspot, je leur délivre le mot de passe, évidemment. Ces 5 personnes-là seront à même d'utiliser leur smartphone pour télécommuniquer. Donc, c'est réellement à l'utilisateur de définir une vraie politique à qui j'autorise l'utilisation de ce hotspot, à qui je donne le mot de passe pour s'y connecter et l'utiliser. J'espère que ça répond à vos questions.
je sais pas. Est-ce qu'il y a le temps pour juste une question? Bonjour, Amélie Granja du CEA Gramma. J'ai une question pour EDF sur lorsque vous êtes en gestion de crise et donc vous avez des zones où il n'y a plus d'accès à l'électricité, est-ce que c'est vous qui faites une évaluation des conséquences sociétales de ce manque d'électricité et vous les communiquez aux services concernés ou aux services publics, ou est-ce que vous laissez cette initiative aux services publics? Merci. Alors, je reviens sur les précautions les précautions oratoires que j'ai prises en préambule de mon intervention. Les crises de réseau électrique sont de la responsabilité du distributeur ERDF et donc pas d'EDF. Donc, l'information sur l'état du réseau et notamment les délais de rétablissement, puisqu'en général, c'est ce qui intéresse les clients, c'est une information qui est délivrée par le distributeur et relayée au pouvoir public et aux différents fournisseurs d'électricité. Voilà. Bien. Très bien. Bah, écoutez, je vais laisser la parole à Christian Somat pour une très courte conclusion. Oui, ça sera une extrêmement courte conclusion de ces 2 jours parce que nous arrivons au terme de Expo Crise. Néanmoins, je vous rassure, les stands resteront ouverts encore pendant une trentaine de minutes. Donc après, si vous n'avez pas vu tout le monde, vous pourrez continuer à le voir. Mais après, légitimement, à vendredi soir, nos exposants voudront aussi rentrer chez eux. Et donc, nous commencerons à démonter. Donc non, je voulais simplement vous dire, l'idée qui m'est un petit peu venue après avoir assisté à une partie des tables rondes, malheureusement, je n'ai pas pu faire tout, mais le thème que nous étions fixés cette année, c'était le numérique. Et en fait, que l'on voit à travers l'ensemble des outils numériques, que ce soit en termes d'information, les chaînes d'info continues, les réseaux sociaux, on en a parlé beaucoup dans la table ronde de ce matin et d'hier, les outils de gestion de crise, de télécommunication, de veille, de cartographie, en fait, tout cela, ça accélère fortement la connaissance. Et lorsqu'on accélère forcément la connaissance de l'ensemble des acteurs, et notamment dans les milieux de gestion de crise, on accélère forcément la pression. Et donc, le problème, ce qui va se passer, qui se passe déjà, c'est que la pression augmente pour les gens qui sont censés gérer les crises. Et quand je dis censés, c'est-à-dire que c'est leur métier. Mais c'est pas un métier facile, on l'a compris, et c'est un métier qui est de moins en moins facile. Et je pense que cette accélération du numérique, le corollaire, c'est le facteur humain. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus travailler le facteur humain, travailler pas tellement les procédures, bien sûr les procédures, bien sûr les plans, tout ça, je veux dire, on ne jette pas tout ça aux orties, loin de là, mais il faut travailler le facteur humain, et je pense que ça va être un des grands enjeux, et je pense que dans 2 ans, Expo Crise, on consacrera peut-être beaucoup plus sur le facteur humain que sur la technologie qui reste présente et qui restera présente, voilà. Alors je voudrais ne pas en dire plus, mais je voudrais d'abord remercier l'ensemble des participants aux 4 tables rondes que nous avons eues pendant 2 jours. Je vous rappelle que tous ces tables rondes, vous pourrez les revoir sur le site internet du Haut Comité, et je me permets de faire un peu de pub, puisque la semaine prochaine, nous basculons sur la nouvelle formule du site internet du Haut Comité, qui sera beaucoup plus moderne, beaucoup plus active, donc j'espère que vous pourrez la découvrir, probablement à partir de mardi, mercredi prochain, parce qu'on est dans des opérations de migration sur des nouveaux serveurs qui sont mieux, etc., mais ça prend un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Donc j'espère qu'en milieu de semaine, vous pourrez découvrir ce nouveau site, et bien évidemment, nous mettrons toutes les tables rondes, toutes les conférences, tout ce que nous avons fait pendant les 2 jours sur le site internet. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier non seulement donc, les orateurs des tables rondes, également l'ensemble des sociétés qui ont participé à cette Expo Crise et qui ont rendu cet événement possible, parce que je vous rappelle, s'il y a une gratuité, ben, c'est qu'il y a des gens qui nous aident, et donc ce sont l'ensemble des exposants. Sans eux, on ne pourrait pas faire cet événement. Et remercier également les pouvoirs publics qui sont intervenus à plusieurs reprises, que ce soit le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale qui a été présent à nos côtés depuis le début, le ministère de l'Intérieur et notamment la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises qui a ouvert ce matin, et puis également le ministère de l'Écologie et du Développement durable avec Madame Patricia Blanc, donc la directrice générale de la prévention des risques qui est intervenue également ce matin. Voilà, je voudrais aussi remercier, si vous me permettez, mon équipe, au premier rang desquels Claire Sabatier qui a
monté cette opération, assisté de Pauline Pitois, Chloé Lavaux, Marie-Charlotte Lemoulinier, Caroline Cézou et Marine Rouchet qui ont travaillé sur les tables rondes, Raphaël Sori et Margot qui ont animé la partie veille, Fatia El Mouktafi qui est dans la salle et qui a travaillé sur tous les supports et toute la charte graphique et le site internet, Didier Saillant et Hervé Galépi pour la réalisation vidéo et l'équipe d'Eurosite. Donc je voudrais que vous les applaudissiez parce que cet événement ne serait pas possible sans eux. Voilà. Donc un grand merci à vous, encore une trentaine de minutes pour voir les stands, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 ans, ou peut-être j'espère un petit peu avant, dans nos activités. Voilà, merci.